Mayday, Mayday, les deux moteurs sont hors service. La voix désespérée résonna dans l'ancien scanner radio de Matteo alors qu'un petit avion bimoteur chutait rapidement au-dessus des champs de maïs. À bord, il y avait 12 personnes. Un moteur avait déjà cessé de fonctionner et l'aéroport le plus proche était encore loin, à environ 25 km. Matteo Rivas, un agriculteur local, sortit en courant et fit quelque chose d'inattendu. Tellement inattendu que le pilote se demanda s'il n'était pas en train d'halluciner. November 347. Charlie, je vous ai en visuel depuis le sol, dit calmement Matteo. Je suis un ancien contrôleur de combat de l'armée de l'air. Je peux vous guider en toute sécurité jusqu'à mon champ. Bienvenue dans Tales Unveiled. Commençons cette histoire. Matteo travaillait paisiblement la ferme familiale depuis près de 10 ans. 120 hectares de maïs et de soja. Le village voisin comptait moins de 900 habitants. Pour la plupart des gens, Matteo était cet homme discret, revenu du service militaire, qui ne parlait jamais de son passé. Les voisins le trouvaient doux, peut-être même un peu lent. Il réparait ses machines lui-même, n'oubliait jamais la messe du dimanche et saluait toujours les automobilistes d'un geste. Mais personne ne savait ce que Matteo avait vraiment vécu. Ils ignoraient qu'il avait passé plus de 10 ans en Afghanistan, au sein du 23e escadron des tactiques spéciales. Personne ne savait qu'il avait aidé à faire atterrir plus de 300 avions militaires dans des endroits où personne d'autre n'aurait pu, souvent sous les tirs ennemis. Et c'était exactement comme ça que Matteo aimait les choses. Dans son atelier, un scanner radio tournait en arrière-plan en permanence. C'était une habitude de son ancienne vie. Il aimait entendre les voix des pilotes dans le ciel. Cela lui rappelait un monde qu'il avait quitté, mais jamais complètement. Ce jour-là, le scanner ne fut pas seulement un lien avec son passé, il devint un véritable fil de vie. « Mayday, Mayday, Mayday » lança un deuxième appel. « Ici November 723 Bravo, Learjet 45. Nous avons perdu les deux moteurs à 1800 mètres. 8 personnes à bord. Tentons un redémarrage. » Matteo se figea. Il lâcha la clé qu'il tenait et courut à la fenêtre. Il était là, un jet blanc aux bandes bleues, en virage à gauche. Pas de fumée, aucun bruit de moteur. Le jet ne volait plus, il chutait. Les Learjets ne sont pas faits pour planer, ils tombent vite. Matteo estima rapidement qu'ils avaient peut-être 2 ou 3 minutes avant l'impact. November 723, bravo! Ici la tour de Hutchinson. Nous avons reçu votre appel. La piste la plus proche est à 25 km au sud-ouest. Les secours sont en route. Mais Matteo connaissait déjà la dure réalité. L'avion était descendu à 1500 mètres et tombait à plus de 600 mètres par minute. À cette vitesse, il restait à peine 2 minutes de vol. Sans hésiter, Matteo attrapa son téléphone et appela la tour. 2 sonneries suffirent. Tour de Hutchinson. Ici, Matteo Rivas. Je suis agriculteur à 25 km au nord-est. Je vois le Learjet. Il n'atteindra jamais votre piste. Seigneur, nous devons garder cette ligne libre. Je suis ancien militaire, contrôleur de combat, 23e escadron des tactiques spéciales, 12 ans à faire atterrir des C-130, des hélicoptères et des jets sur des terrains dangereux. Cet avion va s'écraser, très vite. J'ai un champ de maïs plat, large, prêt pour un atterrissage. Je peux les guider si vous me laissez essayer. Il y eut un long silence. Puis une autre voix prit le relais, plus posée, plus assurée. Ici, le superviseur Collins. Quel est votre indicatif? En tant que civil, je n'en ai pas. Mais en mission, on m'appelait Stone Cold. Je ne perdais jamais mon sang-froid. Vous dites que vous pouvez faire atterrir un Learjet dans un champ? Je dis que je peux faire atterrir n'importe quel appareil en sécurité, si le pilote suit mes instructions, et je connais ce champ par cœur. Le jet a peut-être 90 secondes de vol devant lui. On tente le coup ou on propose une autre solution à l'équipage. À vous de voir, mais ils vont descendre, quoi qu'il arrive. Par sa fenêtre, Matteo vit le jet passer sous les 1200 mètres. Le pilote essayait de rester en l'air plus longtemps en troquant la vitesse contre de la distance. Mais cela ne fonctionnait pas. L'avion tombait rapidement. Il n'y avait plus de temps pour discuter.
Soudain, sa radio grésilla. November 723, bravo. Ici la tour de Hutchinson. Un observateur au sol avec une expérience militaire du vol se trouve à votre 10 heures. Il a un site d'atterrissage d'urgence dans un champ voisin. Voulez-vous tenter l'approche? Le pilote répondit aussitôt. Je prends tout ce qui n'implique pas un crash. Reçu. Observateur au sol. Vous êtes autorisé à communiquer sur la fréquence d'urgence 121.5. L'identification de l'appareil est November 723 Bravo. Matteo courut vers son pick-up et en sortit la radio d'aviation qu'il gardait depuis des années, au cas où. Il n'avait jamais vraiment cru que ce jour arriverait. Et pourtant, il était là. Il appuya sur le bouton du micro. November 723 Bravo, ici l'observateur au sol Rivas, ancien contrôleur de combat. Je vous vois clairement. Est-ce que vous me recevez? Reçu, Rivas. On vous entend. Dites-moi qu'il y a un espoir. Il y a un champ de maïs d'environ 800 mètres. Il est dégagé, plat, orienté est-ouest. Je peux vous y amener. Suivez simplement ma voie. Quel est votre nom, capitaine? Lorenzo Delgado. Je pilote des jets d'affaires depuis 12 ans. Et aujourd'hui, c'est de loin le pire jour de ma carrière. Ce ne sera pas le cas, capitaine. Je vais vous aider à atterrir en sécurité. Mais il faut rester calme, suivre mes instructions et me faire confiance. Vous pouvez faire ça? Un bref silence. Observateur au sol, je pilote un Learjet 45. Il lui faut une vitesse d'atterrissage de 120 nœuds et une piste d'au moins 1000 mètres. Votre champ va détruire mon train d'atterrissage. Pas si vous faites exactement ce que je dis. J'ai fait poser des F-16 sur des pistes improvisées en zone de guerre. Votre avion est plus léger et je connais ce champ dans les moindres détails. On peut réussir. Vous l'avez vraiment déjà fait. Plus de 300 fois, jamais perdu un seul appareil. Un autre silence, puis... Très bien, guidez-moi. Matteo porta les yeux vers le champ qu'il avait récolté 3 semaines plus tôt. Il le connaissait mieux que n'importe quel aéroport, là où le sol était le plus ferme, où l'eau s'écoulait le mieux, où chaque bosse ou pierre pouvait se cacher. Quelle est votre altitude? 980 mètres et en baisse. Taux de descente, environ 450 mètres par minute. Carburant, assez pour rester en vol, mais pas assez pour que ça compte si on ne se pose pas vite. Passagers, tous attachés. Certains pleurent, d'autres prient, tout le monde a peur. Dites-leur qu'ils ont survolé l'endroit le plus chanceux qu'ils pouvaient trouver aujourd'hui. Maintenant, écoutez bien. Regardez à votre 10 heures. Vous voyez cette grande parcelle rectangulaire? C'est votre zone d'atterrissage, un champ de maïs déjà récolté. Je le vois. C'est votre nouvelle piste. Virez cap 270, ça vous alignera avec le vent. Je tourne 270. Matteo regarda le jet incliner lentement. Le pilote suivait les instructions, signe clair qu'il ne paniquait pas. Delgado restait concentré malgré le chaos dans la cabine. Quelle est votre vitesse? 145 nœuds. Il faut descendre à 120 pour le toucher. Les chaumes de maïs vont vous ralentir plus que prévu, mais le sol est ferme. Il a plu il y a 3 jours, mais depuis c'est sec. Il tiendra. Comment pouvez-vous en être sûr? J'ai cultivé cette terre pendant 8 ans et je l'ai parcourue pendant 30. Faites confiance au gars qui a grandi sur cette terre. Je fais confiance à celui qui connaît la terre. Matteo se mit à courir vers le centre du champ. Il devait tout vérifier, les angles, l'approche, les éventuels obstacles. Capitaine, je vais vous décrire le terrain. À l'est, il y a une rangée d'arbres. Il faut les survoler avec au moins 15 mètres de marge. Le champ est plat sur environ 600 mètres, puis il descend légèrement. Cette pente vous aidera à freiner. À l'ouest, une autre rangée d'arbres, mais vous vous arrêterez bien avant. Comment savez-vous que je m'arrêterai à temps? Parce que les chaumes freinent plus qu'on ne le pense, et parce que je vais vous aider à utiliser chaque mètre disponible. Vous arriverez vite et fort, mais l'avion restera entier. Observateur au sol, ce jet n'a pas été conçu pour les atterrissages durs. Aucun jet ne l'est, mais j'ai vu des A-10 atterrir sur des sentiers de montagne, des F-16 se poser sur des lits de lacs asséchés. Votre jet est plus solide que vous ne croyez.
Et vous, capitaine, vous êtes plus capable que vous ne l'imaginez. Restez concentré. Quelle est votre altitude? 600 mètres. Vous passerez au-dessus des arbres à environ 150 mètres. À ce moment-là, je veux que vous soyez stabilisé à 120 nœuds, nez légèrement relevé, prêt à arrondir. Vous voyez ces lignes électriques au sud? Oui, je les vois, c'est noté. Restez au nord, gardez 100 mètres de distance. Le vent vient du sud-ouest à 8 nœuds. Vous aurez un léger vent de travers depuis la gauche. Ajustez en conséquence. Comment connaissez-vous la vitesse du vent? J'ai une station météo juste sous ma fenêtre. Et puis, je travaille cette terre depuis assez longtemps pour sentir le vent sans même le regarder. La voix du capitaine Delgado revint, plus assurée cette fois. Le stress était toujours là, mais désormais concentré. Il avait repris le contrôle. Altitude, 450 mètres. Je me prépare pour l'atterrissage. Volet sorti à fond, volet baissé. Train en cours de déploiement. Matteo entendit la tension dans cette dernière phrase. Sortir le train d'atterrissage signifiait s'engager complètement. Plus de retour possible, pas de seconde tentative. Vous êtes engagé, capitaine, mais tout va bien, on est prêt. Facile à dire depuis le sol. En 2012, j'étais dans un hélico au-dessus de la province du Helmand. On a perdu les 2 moteurs. Je sais exactement ce que vous ressentez. On a autoroté dans un champ sous les tirs. L'hélico n'avait plus de puissance, mais le pilote est resté calme, a appliqué ses entraînements, et on s'est posé en un seul morceau. Nous étions 4. On a tous survécu. Vous allez faire pareil. Vous aviez peur. Bien sûr, mais j'ai fait confiance au pilote, et lui s'est appuyé sur sa formation. Là, c'est vous dans ce siège, et moi, je suis la voix qui vous guide. Vos passagers comptent sur vous, comme moi, j'ai compté sur lui. D'accord, altitude 300 mètres, j'ai la ligne d'arbre en visuel. Matteo pouvait maintenant voir clairement le jet. Le train d'atterrissage était sorti, les volets entièrement déployés. L'avion paraissait beaucoup trop grand et rapide pour son modeste champ de maïs. À l'intérieur, les passagers paniquaient probablement. Certains avaient peut-être déjà sorti leur téléphone pour filmer ce qu'ils pensaient être leurs derniers instants. Ils se trompaient. Matteo n'allait pas laisser cela se produire. « Capitaine, parlez-moi de vos passagers. Qui est avec vous ?» C'est un vol d'affaires. 6 cadres, leur assistante et... Delgado hésita. Il y a aussi le docteur Elena Marquez. Elle est chirurgienne cardiaque, spécialiste des greffes. Elle se rend à Denver pour une opération critique. Sa patiente a 16 ans. Si on ne se pose pas vite et qu'elle rate cette greffe, la fille n'y survivra pas. La mâchoire de Matteo se crispa. Il ne s'agissait plus simplement de 8 personnes dans un jet. La vie d'une adolescente dépendait de ce qui allait se passer dans les prochaines secondes. Alors on va s'assurer que le docteur Marquez arrive à Denver. Allons-y, altitude 150 mètres, on vient de dépasser la ligne d'arbre. Dégagement, environ 20 mètres, bien vu. Commencez à réduire la vitesse, vous devez être à 120 nœuds au toucher. Actuellement à 135. Relâchez un peu, laissez l'avion ralentir naturellement, nez légèrement relevé. L'appareil s'ajusta, la vitesse chuta. Maintenant à 128, le sol se rapproche vite, observateur. C'est normal, restez concentrés, faites confiance à vos instruments, faites-moi confiance. À 15 mètres, arrondissez franchement, comme sur une piste normale. Sauf que les chaumes vont vous accrocher tout de suite. Ne résistez pas. 15 mètres, j'arrondis. Matteo retint son souffle. Le nez du jet se releva légèrement, presque avec grâce. Une approche quasi parfaite. Puis les roues arrière touchèrent le sol. L'impact fut brutal comme un coup de canon. Les roues s'enfoncèrent dans la terre et les tiges restantes, elles ne roulaient pas, elles labouraient. Le champ explosa en un nuage de poussière et de débris derrière le jet. L'avion rebondit violemment une fois puis retomba. « Freinez !» cria Matteo. « Appuyez fort !» À travers l'épais nuage de poussière, Matteo vit le nez du jet plonger. Delgado écrasait les freins de toutes ses forces. Le train d'atterrissage tint bon, tout juste, mais il tint. Et le champ faisait son travail.
Comme Matteo l'avait prévu, la surface inégale et les chaumes créaient une forte résistance, ralentissant l'avion bien plus vite qu'une piste goudronnée. « Vous êtes à mi-chemin !» lança Matteo. « Continuez à freiner !» La vitesse continuait de baisser. 80 nœuds, 60, 40. Puis Matteo entendit un bruit horrible, du métal qui cède. Le train avant venait de casser. L'avant de l'avion s'écrasa dans la terre. Le jet piqua violemment vers l'avant. La queue se souleva. Pendant une seconde terrifiante, on aurait dit que l'appareil allait se retourner. Mais non, il retomba brutalement, puis glissa de côté, soulevant un mur de poussière, et s'arrêta à seulement 90 mètres des arbres. Silence. Avant même de comprendre ce qui venait de se passer, Matteo courait déjà, traversant le champ en sprint vers l'épave. Derrière lui, les sirènes hurlaient, les pompiers et les secours arrivaient, envoyés par la tour. Le Learjet penchait vers l'avant dans un angle étrange, le train avant complètement écrasé, l'avant de l'appareil profondément enfoncé dans la terre. Mais le fuselage était intact, pas de fumée, pas de feu. Juste un jet d'affaires cabossé, posé dans un champ de maïs du Kansas, comme s'il avait toujours été là. La porte de la cabine s'ouvrit, et le premier à en sortir fut le capitaine Lorenzo Delgado. Le visage pâle, les jambes tremblantes au point de presque s'effondrer en glissant sur la sortie de secours. Puis, un à un, les passagers commencèrent à quitter l'avion. 6 cadres en tenue de bureau, décontractés, choqués et silencieux. Une assistante serrait sa tablette comme une bouée de sauvetage. Et enfin, le docteur Elena Marquez, petite, dans la quarantaine, vêtue d'une blouse bleue. Elle toucha le sol et sortit immédiatement son téléphone. « J'ai besoin d'un hélicoptère », dit-elle avec urgence. « Tout de suite, j'ai une greffe à réaliser dans 3 heures. » Quand Matteo arriva à l'avion, le dernier passager était déjà descendu. Delgado se retourna et le vit. Un homme en salopette, bottes épaisses, casquette John Deere usée. « Vous êtes l'observateur au sol ? Matteo Rivas, vous avez bien piloté, capitaine. » Delgado le fixa. « Je suis debout dans un champ de maïs. Mon train avant est détruit. On s'est posé à 120 nœuds sur de la terre et tout le monde est vivant. »« Ils le sont, » répondit Matteo. « Mais comment ? Parce que vous avez écouté, parce que vous avez fait confiance à l'expérience et parce que les Learjets sont plus solides qu'on le pense. » Le docteur Marquez accourut. « C'est vous qui nous avez guidés ?»« Oui, madame. Je dois atteindre Denver. Il y a une fille de 16 ans qui attend un cœur. Si je n'y suis pas dans 3 heures... » Matteo regarda Delgado. « L'avion est réutilisable ?»« Pas aujourd'hui, » répondit le capitaine. « Et c'est un euphémisme. » Le docteur Marquez semblait au bord des larmes. « Elle va mourir. Elle s'appelle Emilia Navarro. Elle a 16 ans, première de sa classe. Pom-pom girl. Elle est à Denver Memorial en ce moment. Elle attend. Si je rate cette fenêtre... » Matteo demanda à Delgado « Combien de temps jusqu'à Denver ?» Par les airs, 1 heure et demie, par la route, environ 7. « Elle n'a pas 7 heures. » murmura le docteur Marquez. Matteo n'hésita pas. Il sortit son téléphone et passa un appel. « Simone, c'est Matteo. J'ai besoin d'un gros service. Tout de suite. » 20 minutes plus tard, un hélicoptère apparut au-dessus des arbres. Ce n'était pas un appareil médical. C'était un Sikorsky S-76 civil. Il appartenait à Simone Ortega, responsable de la coopérative agricole locale qui devait toujours un service à Matteo après que ce dernier lui avait réparé sa moissonneuse en pleine récolte. L'hélicoptère se posa dans le même champ qui venait tout juste de sauver un jet rempli de passagers. « Ça vous amènera à Denver », dit Matteo au docteur Marquez. « Je ne comprends pas. Qui a organisé ça ?»« Un ami », répondit Matteo. « Il me devait un service et il n'utilisait pas son hélico aujourd'hui. » Le docteur Marquez lui saisit la main. « Merci, vous ne nous avez pas seulement sauvés, vous avez aussi sauvé Emilia. » Elle courut jusqu'à l'hélicoptère qui décolla quelques minutes plus tard en direction de Denver. Les secours arrivèrent peu après. Les médecins vérifièrent l'état de tous. Quelques contusions dues aux ceintures, un poignet foulé, mais rien de grave. Pas d'incendie, pas d'explosion, juste un jet,
le nez enfoncé, reposant en silence dans un champ du Kansas. La FAA allait bientôt arriver sur les lieux. Le NTSB analyserait les détails pendant des semaines. Mais pour l'instant, 8 personnes étaient debout sur un sol ferme, vivantes, parce qu'un fermier avait refusé de les regarder mourir. Delgado revint vers lui. Il avait meilleure mine et semblait plus stable. « Je dois vous demander, combien de fois avez-vous déjà fait ça? Guider un avion vers un champ? En combat, 306 fois, j'ai compté. Et des Learjet? C'était la première fois. » Delgado cligna des yeux. La première? Premier Learjet. Mais les règles ne changent pas. Un avion reste un avion. La Terre reste de la Terre. La physique ne ment jamais. Vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais perdu un appareil. Et c'est toujours vrai, répondit Matteo, y compris aujourd'hui. Delgado s'assit là au milieu du champ, submergé. Je viens de poser un Learjet dans un champ de maïs, avec l'aide d'un fermier qui n'avait jamais fait ça avant. J'étais contrôleur de combat dans l'armée de l'air, dit Matteo. 12 ans à faire atterrir des avions dans des conditions bien pires que celle-ci. La salopette, c'est juste ce que je porte aujourd'hui. Un des passagers, un homme dans la cinquantaine, costume poussiéreux mais visiblement coûteux, s'approcha. « C'est vous qui nous avez guidés ?»« Oui, monsieur. Je suis Ricardo Morales, PDG de Morales Industries. Ma femme, mon fils. » Sa voix se brisa. Nous étions tous dans cet avion. Il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. J'appelle la FAA, mon avocat, tous les médias que je connais. Ce que vous avez fait aujourd'hui... Monsieur, l'interrompit Matteo doucement, je préférerais que vous ne le fassiez pas. Morales se figea en plein appel. Comment? Je suis revenu ici pour la tranquillité, pour cultiver ma terre. Je ne cherche pas la lumière. Je ne pouvais juste pas laisser ce jet s'écraser dans mon champ. Vous avez sauvé 8 personnes, ça mérite d'être reconnu. Ils sont vivants, ils reverront leur famille, c'est tout ce qu'il me faut. Mais la demande de Matteo n'empêcha pas l'histoire de se répandre. En moins d'1 heure, des hélicoptères de presse tournaient déjà dans le ciel. Le soir venu, les gros titres s'affichaient partout. Un fermier utilise ses compétences militaires pour aider un jet à atterrir en sécurité. Ancien contrôleur de combat sauve 8 vies dans un champ du Kansas. Le miracle du Kansas, tous survivent à l'atterrissage d'urgence d'un Learjet. Les enquêteurs de la FAA arrivèrent sur place. Matteo passa 3 heures à leur raconter chaque détail dont ils se souvenaient. Ils examinèrent le champ, mesurèrent les distances, étudièrent la trajectoire du jet. Finalement, une femme nommée Sandra Herrera, une vétérane du NTSB avec 20 ans d'expérience, s'approcha de lui. « Monsieur Rivas, j'ai enquêté sur des centaines de crashs. Ce qui s'est passé ici, ça n'aurait pas dû être survivable. Et pourtant, ça l'a été. Le pilote s'en est bien sorti, mais il ne cesse de dire que c'est votre guidage qui les a sauvés. C'est lui qui a volé. Je lui ai juste donné les infos dont il avait besoin. Vous lui avez donné exactement les données qui ont sauvé 8 vies. J'ai écouté les enregistrements audio 6 fois déjà. Vous étiez calme, confiant, comme si vous aviez fait ça des centaines de fois. Je l'ai fait 306 fois en mission. Celle-ci, c'était la numéro 307. Elle esquissa un léger sourire. Le pilote m'a dit que vous lui aviez dit que le train tiendrait. Il a tenu. Le train avant a cédé, mais seulement après que la vitesse ait chuté. À ce moment-là, ce n'était plus important. Comment le saviez-vous? Je n'en étais pas sûr, mais j'ai vu beaucoup d'atterrissages rudes. J'ai estimé que le train était plus solide qu'on le pense, et je savais que le champ ralentirait suffisamment l'avion pour absorber l'impact. Vous avez déduit tout ça dans votre tête, tout en guidant un jet vers un champ de maïs? C'est ce que font les contrôleurs de combat. On calcule, on évalue, on agit, il n'y a pas de temps pour hésiter. Herrera referma son carnet. Pour ce que ça vaut, je vais recommander une distinction pour le capitaine Delgado. Et je pense qu'on devrait aussi vous honorer. Je vous remercie, madame, mais je ne cherche pas de reconnaissance.
Peut-être pas, mais les gens doivent savoir que c'est possible, que la formation et l'expérience comptent, que parfois la personne qui vous sauve la vie porte une salopette et se tient au milieu d'un champ de maïs. Les journalistes demandaient des interviews. Matteo en accepta une, courte, directe et rendant tout le mérite à Delgado. Puis il retourna dans son atelier où l'attendait un carburateur à moitié réparé. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des appels d'anciens camarades de l'armée, des infos locales, nationales, même le maire de la ville. L'assistante de Morales appela, essayant d'organiser quelque chose d'officiel pour le remercier. Matteo ignora presque tout, sauf un appel. « Matteo, ici Lorenzo Delgado, le pilote. Je sais qui vous êtes, capitaine. Comment vous tenez-vous? Je tremble encore. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas été là. Quelqu'un d'autre serait intervenu. La tour aurait fini par comprendre. » « Il n'aurait rien compris, » dit Delgado à voix basse. « Plus de moteur, à 6000 pieds d'altitude, à 25 kilomètres de la première piste. On n'avait aucune chance. On tombait, et sans vous, on n'en serait pas sorti vivant. » Matteo ne dit rien. « Je dois comprendre, » poursuivit Delgado. « Pourquoi être intervenu? Vous n'y étiez pas obligé. Vous auriez pu rester là et laisser faire. » « Je ne pouvais pas juste regarder sans rien faire, » répondit Matteo. « Pas quand j'avais l'expérience pour intervenir. »« Et si ça avait mal tourné ?» insista Delgado. « Si on s'était écrasé après vous avoir suivi? Si quelqu'un était mort, c'est vous qu'ils auraient tenu responsable. » « Je ne faisais pas de suppositions, » répondit Matteo. « Je ne parle que quand je suis sûr. » « Comment pouviez-vous en être sûr? J'ai déjà vécu ça. Les avions changent, les situations aussi. Mais la logique, non, je connaissais ma terre, je comprenais les conditions et je savais que si vous restiez concentré, on avait une vraie chance. » Delgado resta silencieux quelques instants. « Je suis dans l'aviation depuis plus de 10 ans. Je pensais être prêt à tout, mais aujourd'hui, j'ai compris autre chose. Connaître ses limites, ça fait partie du métier. Savoir quand faire confiance à quelqu'un de mieux préparé. Je n'oublierai pas ça. »« Vous avez aussi fait votre part, » dit Matteo. « Vous êtes resté calme, vous avez tenu bon. Ces gens sont rentrés chez eux parce que vous n'avez pas abandonné. Ils sont rentrés chez eux parce que vous leur avez donné une chance, » répondit Delgado. Après avoir raccroché, Matteo resta assis en silence, écoutant les dernières sirènes s'éloigner alors que les secours quittaient des lieux. Demain, une grue viendrait soulever le jet endommagé du champ et l'emmènerait pour des réparations qui coûteraient plus qu'une maison. Mais ce soir, 8 personnes dormaient dans leur lit, parce qu'un fermier discret, avec une vieille radio, avait pris les choses en main quand personne d'autre ne le pouvait. Plus tard dans la soirée, Matteo se rendit au centre de soins local pour rendre visite à son père. Francesco Rivas n'avait pas parlé depuis des années, depuis son AVC. Mais Matteo savait que le regard dans les yeux de son père voulait dire qu'il était toujours là, toujours à l'écoute. Matteo s'assit près du lit. « Journée étrange, papa, » commença-t-il doucement. Un jet a perdu ses moteurs juste au-dessus de la ferme. Le pilote a appelé à l'aide. Je l'ai guidé jusqu'au sol. En plein dans le champ de maïs. Tu sais, celui où tu m'as appris à conduire le vieux tracteur. Les yeux de Francesco se fixèrent dans les siens. Il y avait 8 personnes à bord, toutes sont sorties indemnes. Il s'arrêta un instant. La FAA dit que c'est un miracle, mais je sais que non, c'était juste une question d'entraînement et de timing. Matteo regarda la main de son père, marquée par des années de travail, désormais immobile et douce. Je ne t'ai jamais dit ce que je faisais à l'étranger. Je ne pouvais pas en parler à l'époque. Je ne peux toujours pas vraiment. Mais aujourd'hui, tout m'est revenu. Et ça a compté. Les doigts de Francesco bougèrent vers lui. Matteo tendit la main et la prit. « Tu m'as tout appris sur cette terre, lire le ciel, le sol, les saisons. L'armée de l'air m'a appris à lire l'air, le bruit, le chaos. Aujourd'hui, j'ai combiné les deux. »
Les larmes brillaient dans les yeux de son père. Il ne parla pas, mais il n'en avait pas besoin. 3 jours plus tard, Matteo reçut un appel. « Monsieur Rivas, ici le docteur Marquez, j'étais dans le jet. »« Je me souviens, docteur, comment va la jeune fille ?»« Elle se remet très bien, la greffe s'est déroulée parfaitement. On s'attend à ce qu'elle vive une longue vie, pleine et heureuse. Tout ça parce que je suis arrivé à Denver à temps, grâce à vous. Je suis heureux de l'entendre. Ses parents voulaient que je vous dise quelque chose. Ils disent que vous ne m'avez pas seulement sauvé, vous avez sauvé leur fille. Et Emilia, elle veut vous rencontrer. Elle aimerait remercier l'homme qui lui a donné une seconde chance. » Matteo resta un long moment silencieux, pensant à cette adolescente qui, quelques heures plus tôt, frôlait la mort et qui avait maintenant toute une vie devant elle. Alors qu'elle récupérait doucement, une chaîne de moments, décisions, actions, timing, avait amené sa chirurgienne au bon endroit, au bon moment. « Dites-leur que ce serait un honneur », avait répondu Matteo lorsqu'il reçut l'invitation. 2 semaines plus tard, il prit la route pour Denver. À l'hôpital, il rencontra Emilia Navarro et ses parents. La jeune fille était pâle, encore affaiblie, mais souriait largement depuis son lit d'hôpital. Sa mère lui tenait une main, son père l'autre. Quand Matteo entra, elle leva les yeux. « C'est vous, le fermier, non ?» demanda-t-elle. « C'est moi », répondit-il. « Le docteur Marquez m'a tout raconté », dit Emilia. « Comment l'avion a perdu ses moteurs, comment vous les avez aidés à atterrir, et comment elle est arrivée ici grâce à vous. » « Le docteur Marquez est arrivé ici parce que c'est le genre de personne qui n'abandonne jamais ses patients, » répondit Matteo. « Je l'ai juste aidé à atteindre sa destination. » La mère d'Emilia se mit à pleurer. « Notre fille manquait de temps, » dit-elle. « On priait pour un cœur depuis des mois. Quand l'hôpital a enfin appelé, on a cru que le pire était derrière nous. Mais ensuite, l'avion a failli ne pas arriver. Mais il est arrivé, » ajouta le père d'Emilia. « Grâce à vous, parce que vous avez aidé le docteur Marquez à terminer son trajet. »« Il n'y a pas de dette à payer, » leur dit doucement Matteo. « Prenez soin de votre fille, aidez-la à devenir forte et à vivre sa vie. » Emilia le regarda avec des yeux sincères. « Je veux devenir médecin un jour, comme le docteur Marquez. Je veux aider les gens, moi aussi. » Alors on dirait bien que cette histoire a eu la fin qu'elle méritait, dit Matteo avec un sourire. Avec le temps, les gros titres disparurent. L'avion fut réparé, remis en service. Les passagers reprirent leur quotidien. Le capitaine Delgado recommença à voler. Mais la vie de Matteo, elle, avait changé d'une manière inattendue. L'armée de l'air le contacta. Ils l'invitèrent à venir parler lors de leur programme de formation aux opérations spéciales, pour raconter son histoire, pour montrer aux jeunes contrôleurs de combat que ce qu'ils apprenaient ne s'arrêtait pas à leur service. Il accepta. Vêtu de son ancien uniforme, Matteo se tint devant une salle remplie de candidats à Hurlburt Field. Il leur parla d'un jet appelé November 723 Bravo, d'un jour où tout ce qu'il savait lui avait à nouveau servi, pas sur un champ de bataille, mais sur ses propres terres. Certains d'entre vous rentreront un jour chez eux et se demanderont si tout cela a encore un sens, dit-il. Vous raccrocherez l'uniforme, vous deviendrez civil, et vous penserez que c'est fini. Il fit une pause, puis montra une photo du Learjet posé dans son champ de maïs. Cet avion a atterri en toute sécurité, parce que je n'ai pas oublié ce que j'ai appris ici, parce que 12 ans après ma dernière mission, ces compétences vivaient encore en moi. Un stagiaire leva la main. « Monsieur, est-ce que vous aviez peur ?» Matteo hocha la tête. Terrifié, 8 personnes comptaient sur moi, et je guidais un pilote dans un atterrissage que je n'avais jamais fait moi-même, avec un appareil que je n'avais jamais piloté. Alors qu'avez-vous fait ? Je me suis appuyé sur mon entraînement, j'ai fait confiance à mon instinct, et je n'ai pas laissé la peur m'empêcher de faire ce qui devait être fait. Plus tard, l'armée de l'air lui proposa un nouveau rôle, instructeur sous contrat. Plus de mission, juste transmettre son savoir à la prochaine génération. Matteo accepta. Il continuait de travailler la terre, de réparer ses propres tracteurs.
Mais 3 fois par an, il s'envolait pour la Floride. Il enseignait à de jeunes aviateurs comment guider des avions dans des situations impossibles. Il leur faisait écouter les enregistrements de ce jour-là, leur montrait des cartes, leur expliquait chaque décision, chaque risque. La mission ne s'arrête pas quand on quitte l'armée, leur dit-il. Elle change simplement de forme. Il se peut que ce soit vous qui interveniez quand personne d'autre ne le peut. Celui ou celle qui sait quoi faire quand chaque seconde compte. Il regarda autour de la salle. Quand ce jet a perdu ses 2 moteurs au-dessus de ma ferme, j'aurais pu simplement appeler à l'aide et espérer que quelqu'un d'autre prenne le relais. Mais j'avais les connaissances. Et la connaissance sans action, ce ne sont que des anecdotes. Alors j'ai pris la radio et j'ai fait exactement ce que vous apprenez à faire ici. J'ai guidé un avion jusqu'au sol, en toute sécurité, comme je l'avais déjà fait des centaines de fois. Cadres différents, tenues différentes, mais même mission. Exactement 1 an plus tard, Matteo reçut un colis. À l'intérieur, une photo prise depuis un hélicoptère des infos, une vue aérienne de son champ de maïs, avec le Learjet posé en plein milieu. En dessous, une plaque avec 8 signatures. À Matteo Rivas, à l'homme qui ne nous a pas laissé tomber, tu nous as rendu la vie. Lorenzo Delgado, Doctora Elena Marquez, Ricardo Morales, 5 autres passagers. Et en dessous de leurs noms, en grandes lettres irrégulières, écrites à la main, « Merci d'avoir aidé le docteur Marquez pour qu'elle puisse m'aider. Emilia Navarro. » Matteo accrocha le cadre au mur de son atelier, à côté d'une étagère poussiéreuse remplie d'outils ayant appartenu à son père. De temps en temps, en réparant un vieux moteur ou en marchant dans ses champs, il le regardait du coin de l'œil. Et les souvenirs revenaient. La voix de Delgado passant de la peur à la concentration. L'image d'un jet sans puissance, planant en silence, ce moment suspendu, juste avant l'impact, quand Matteo avait entièrement fait confiance à ses calculs. Et la vision de 8 personnes sortant de l'épave, vivantes. Les semaines passèrent. Un jour, le téléphone sonna alors qu'il avait les bras plongés dans un vieux carburateur. Numéro inconnu. « Monsieur Rivas, ici le capitaine Julia Sanchez, force spéciale de l'Air Force. Je vous appelle de l'étranger. Quelque chose s'est produit aujourd'hui qui m'a fait penser à vous. » Quel genre de situation ? On a dû poser un Black Hawk endommagé dans des conditions météorologiques terribles. Le terrain était difficile. J'avais peur. Mais je me suis souvenu de ce que vous nous avez dit en cours. La peur vous donne des informations. C'est ce que vous en faites qui compte. Matteo esquissa un léger sourire. Tout le monde va bien ? Les 6 membres de l'équipage sont sains et saufs, parce que je n'ai pas paniqué. Vous avez fait ce qu'il fallait, capitaine. Non, monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez appris. Je voulais juste vous dire merci. Une fois l'appel terminé, Matteo retourna à son travail. Ce moteur qu'il essayait de réparer depuis le jour où le Learjet était tombé. Le moteur n'était toujours pas réparé. Mais peu importe. C'est drôle, comme la vie vous ramène parfois au point de départ. Matteo était revenu à la vie à la ferme, pour trouver le calme, pour s'éloigner des choix impliquant des vies. Mais il avait compris que la paix, ce n'est pas fuir ce que l'on est. C'est utiliser son expérience d'une manière nouvelle. Ce jour-là, dans le champ, lui avait rappelé, quand on a vécu assez, quand on a appris à rester stable dans le chaos, ses compétences ne disparaissent pas. Elles deviennent une partie de vous. Il n'avait jamais cessé d'être contrôleur de combat. Il portait juste d'autres vêtements maintenant. Et parfois, celui qui sauve des vies ne porte ni combinaison de vol, ni gilet pare-balles, mais un vieux jean usé, une clé dans une main et une radio dans l'autre. Parce que les vrais héros n'ont pas besoin de médailles, ils ont juste besoin d'une raison pour agir.